deuxième. Ensuite, are you ready? Dans cette première partie, on va dresser l'état des lieux du secteur culturel. Puis, on va se concentrer sur les grands changements en cours et vous donner des points de repère pour que votre projet soit d'actualité, tant sur le fond que sur la forme. Alors, deux grands changements qui sont pour nous importants et qui vont faire que la culture au XXIe siècle ne se développe pas exactement de la même manière et sur les mêmes modèles qu'au XXe siècle. 1. La digitalisation de la culture. 2. Le changement des pratiques culturelles. Alors, commençons d'abord par la digitalisation de la culture. Qu'est-ce que l'on met derrière le terme de digitalisation de la culture? Ce n'est pas que la numérisation de la culture, qui implique le passage au format numérique des œuvres et des pratiques artistiques et culturelles, captation, scan de livres pour permettre de lire des livres en ligne, ou les DCP, par exemple, le format numérique, dans le cinéma. Ça ne veut pas dire que la culture qui va être numérisée ou que les cultures numériques vont balayer les autres formes de culture. Mais bien que le digital va avoir une place importante dans les modèles économiques, dans l'activité culturelle et dans le lien fort qu'il a avec les communautés et les publics. Dans digitalisation, il a cette idée des pratiques culturelles que l'on fait du bout des doigts, avec les interfaces et les surfaces numériques, via nos smartphones, nos tablettes, nos ordi, etc., etc. Alors ces pratiques sont des pratiques spécifiques qui génèrent de l'interaction, de la recommandation entre pairs, de la republication. Des pratiques que l'on fait depuis son propre équipement, dans sa chambre, son bureau, son canapé, la rue, de TikTok ou de la chambre. Alors cela c'est possible parce que Internet et de plus en plus globalement la mise en réseau des interfaces numériques a construit un nouvel outil de production culturelle et artistique, avec une grande capacité, celle d'être décentralisée. Et cela transforme profondément la manière de produire des contenus, des informations, des savoirs, de manière technique, mais surtout et avant tout de manière culturelle. Internet a mis l'intelligence dans les périphéries et permet un devenir auteur pour toutes et tous. On est toutes et tous productrices et producteurs, diffuseurs de contenu avec ce petit appareil que l'on a dans la poche. Et bien sûr avec nos ordinateurs, depuis des posts sur les réseaux sociaux, des SMS, des articles de Wikipédia, des vidéos, etc., etc. Alors Internet, le web, les applis nous ont fait entrer dans une société d'abondance d'informations que nous produisons toutes et tous, et cela a trois conséquences. Première conséquence, l'idée de l'universel se transforme. Chaque point du globe est potentiellement le centre et la périphérie de tout le reste. Deuxième conséquence, on revient sur cette idée de l'intelligence dans les périphéries. Ce ne sont plus les centres qui organisent les périphéries, mais bien les périphéries qui s'organisent entre elles. Troisième conséquence, le marché est mondial, non pas pour son homogénéisation, mais par le développement de niches de pratiques qui vont pouvoir se connecter à cette échelle. Par exemple, Une pratique musicale pointue mais partagée partout dans le monde, la renommée viendra de l'accumulation des petites niches sur plusieurs territoires. et cela transforme donc les intermédiaires classiques de la diffusion des contenus, les producteurs et les financeurs au sens large. Et donc, les professionnels et les institutions de la culture. Et oui, autrefois l'intermédiaire était un théâtre, l'Académie des arts ou la presse, ou encore un label, un éditeur. Maintenant, c'est potentiellement les plateformes, des réseaux sociaux, une entreprise d'informatique, un vendeur de téléphone, vous, nous. La contribution est un des modes majeurs du fonctionnement de l'Internet. La frontière entre les pratiques amateurs et les pratiques professionnelles est en train de changer. Les plus gros créateurs de contenu culturel ne sont pas toujours ceux qu'on imagine. Et les pratiques institutionnalisées sont vouées à évoluer, car ce sont aussi les communautés qui font la reconnaissance, et celles-ci, elles évoluent. D'ailleurs, Deuxième énorme transformation, le changement des pratiques culturelles, bien au-delà des pratiques digitales. un des éléments les plus importants depuis quelques années, c'est la baisse de fréquentation des lieux culturels. Quand on dit lieux culturels, c'est théâtre, salle de concert, salle de cinéma. En France, depuis la création du ministère de la Culture, des lieux partout ont été conventionnés pour obtenir des financements sur leurs spécificités. Les FRAC, qui sont les fonds régionaux d'art contemporain, les SMAC, scènes musique actuelle, les CDN, centres dramatiques nationaux, musées nationaux, CNAP, etc., etc. Et ça se décline dans chaque discipline ou presque. Il s'occupe de la création, de la diffusion artistique avec un volet médiation culturelle, mais les pratiques évoluent et les publics aussi. En
entre autres avec le développement des cultures à domicile, en particulier via les outils numériques, mais pas que, car il y a une transformation plus profonde dans le rapport à l'institution, que ce soit l'école, l'État, les collectivités. On pourrait presque dire que 50 ans de démocratisation de l'offre culturelle, ça a marché. On est maintenant suffisamment cultivé et on est dans une société assez riche pour se préoccuper des questions culturelles par tout le monde. De nouvelles aspirations arrivent et le désir d'autre chose naît, avec un désir d'égalité, de parité dans l'expression culturelle, d'une certaine manière la reconnaissance et donc la nécessité de la prise en compte des diversités, de l'égale dignité des paroles. Et ceci n'est pas sans poser un souci. Il est plus simple d'imaginer de créer l'unité en proposant un seul objet commun que d'essayer de construire de l'unité dans la diversité. Et pour autant, notre environnement fonctionne comme cela, sans supervision centrale. Donc on devrait bien arriver à s'organiser, à faire société. Donc pendant presque 50 ans, on a construit des politiques culturelles et les actions des opérateurs culturels à partir d'une définition commune des disciplines et des modes d'intervention, création, programmation, médiation, etc., etc. Et maintenant, il est nécessaire de prendre en compte à la fois la diversité des pratiques et des formes, des possibilités de contribution de chacun et de chacune. D'une certaine manière, on est face à la situation de devoir penser et démocratiser la contribution. Et pour cela, on a un point d'appui important qui sont les droits culturels. C'est quoi les droits culturels ? C'est presque la suite logique des droits d'auteur, mais pour tout le monde en fin de compte. Les droits culturels, c'est de considérer que chacune et chacun est porteur de culture, et donc potentiellement une actrice ou un acteur culturel à part entière. Dans le monde d'aujourd'hui, on peut toutes et tous devenir auteurs, créateurs de contenu et animateurs de communautés à part entière. Et ça change tout. Parce que la culture devient l'affaire potentiellement de toutes et tous. Et que chacune et chacun peut exercer son droit culturel et donc son droit d'accéder à des offres culturelles et artistiques. Mais ça, c'est la culture par tous et non pour tous. Ça s'appelle la démocratie culturelle. La programmation des cinémas, des théâtres, des musées peuvent alors prendre une autre dimension beaucoup plus partagée, voire démocratique, et non plus simplement dans la main des experts. Et cela ouvre la voie à une multitude d'activités nouvelles, de médiation en particulier, pour trouver de nouvelles manières de faire et de mettre du lien et de faire culture, tout simplement. Les droits culturels donnent un point d'appui fort à la construction d'un imaginaire commun qui porte les diversités culturelles. Ce n'est pas une posture communautaire et excluante, ni une approche populiste, mais une autre manière d'appréhender les cultures populaires et de construire du commun à partir des diversités. Les droits culturels, c'est un peu passer d'une exception culturelle à une culture inclusive. Et ça a des dimensions économiques très importantes. Dans cette formation, on a fait un lien entre la digitalisation de la culture, la transformation des pratiques culturelles et le développement des droits culturels. En effet, pour nous, les réseaux numériques sont des outils de diversité culturelle et ils outillent une mise en œuvre des droits culturels. Rappelez-vous, quand on parlait de contribution et d'intelligence dans les périphéries. Les cultures numériques et les droits culturels partagent des enjeux de penser l'action collective à partir de la diversité des pratiques et des expressions. Comme pour Wikipédia par exemple. Et oui, Wikipédia a un modèle économique très fort. Pour vous, ça a quoi comme incidence ? Les métiers de la médiation, de la création, de la curation, de la programmation, mais aussi de la vente de produits ou de services culturels au sens large vont pouvoir se développer autrement aujourd'hui. À la fois en prenant en compte des situations hybrides, entre présentiel et distanciel, engendrées par la digitalisation de la culture, à la fois en prenant en compte des publics qui deviennent à la fois spectateurs et contributeurs. En capacité de se référencer à des communautés et de participer, de constituer, à les animer. Chez Culture Pictel, nous pensons qu'il existe une véritable économie de l'inclusion culturelle. Parce que cela va concerner tout le monde et que ce n'est pas que l'affaire des GAFA. Pour que vous construisiez un nouveau modèle, rendez-vous au prochain chapitre.